Bonjour Pierre Tex. Bonjour monsieur. Comment dois-je vous qualifier? Est-ce que, alors je sais que vous êtes graphiste de formation, que à un moment de votre jeunesse vous avez été dans l'art du vitrail, mais après vous avez fait tellement d'autres choses. Il y a le cirque bien sûr, il y a le cinéma. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites vous concernant pour vous qualifier? Je ne me suis jamais qualifié, mais ce que je sais, c'est que tout ce que j'ai fait dans la vie allait dans le même sens. J'ai fait diverses choses. J'ai été tenté par la musique au départ, ensuite le dessin, la peinture, et j'ai cru prendre certaines voies, mais je n'avais qu'une obsession dans ma tête, c'était de devenir clown. Et je crois que j'ai été clown toute ma vie, et que tout ce que j'ai fait allait dans le même sens, c'est-à-dire que j'ai toujours cherché à distraire les autres. Voilà. Je n'ai pas d'autre ambition, apporter le rire. Est-ce que vous connaissez la personne qui est à côté de vous? Oh, certes. Nous avons tourné ensemble. Voilà, vous avez tourné ensemble il y a relativement longtemps, c'est au début de votre carrière, c'était dans Henry and June. Elle était toute petite à l'époque. Elle a grandi depuis, Oh, oui. grande comédienne, réalisatrice de documentaires, de films et chanteuse. C'est drôle parce que je me suis aussi toujours un peu considérée clown, parce que j'ai une admiration sans borne pour les clowns et je pense que c'est le stade avancé d'être acteur, c'est arriver à être clown. J'ai toujours eu de grands modèles et ces grands modèles ont passé le temps. Certes, les choses ont évolué avec le temps. Une société change, donc la façon de faire les choses ne change pas en définitive. Les choses importantes restent les mêmes. Ce qui change, c'est l'aspect. Et l'aspect, autrefois, les clowns étaient très maquillés. Aujourd'hui, ils le sont beaucoup moins. Mais il y en a de moins en moins. Mais il y en a un qui est extraordinaire, qui s'appelle Ouchmaouch, et qui a complètement renouvelé. Il sort d'un tableau de Jérôme Bosch, et en même temps, il est complètement dans la tradition. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est très très bien. Vous connaissez Ouchmaouch? Он меня поразил Oui. его внешний вид. J'ai été très impressionné par son apparence. Oui, et on l'avait reçu à Avignon il y a 3 ou 4 ans, je crois. Alors, votre actualité, Pierre Tex, aujourd'hui, c'est le fait que enfin vous récupérerez des droits sur vos films. Alors, on ne va pas faire toute cette histoire, de cet imbroglio juridique, mais aujourd'hui vont ressortir dans des versions retravaillées tous vos films. Restauré, oui. Grande satisfaction, j'imagine. Oui. Pour vous et pour Jean-Claude Carrière, qui a travaillé Oui, très bien sûr, on a longtemps et travaillé très ensemble. beaucoup, comme on dirait avec vous. On a travaillé ensemble comme dans un duo clownesque, justement. Il y a le faire-valoir et puis il y a l'autre, qui est l'Auguste. Et là, justement, Jean-Claude, je n'ai jamais su lequel était le clown et lequel était l'Auguste dans notre collaboration. Ce qui est très important, c'est que nous avons toujours travaillé avec ce souci de contribuer à quelque chose. À savoir que quand l'un avait une idée, l'autre se disait « oui, c'est intéressant, mais allons plus loin ». Quand on est seul, on ne peut pas avoir ce genre de dialogue pour soi-même. C'est en ça que la collaboration avec c'est de l'art de fabriquer du gag. Qui a été extrêmement précieuse. D'abord parce qu'il a un sens inné du comique et en plus un don d'observation remarquable. À l'occasion de cette intégrale, 8 films de votre cinéma restauré, quelques anecdotes que vous racontez notamment avec Jean-Claude Carrière et à vos débuts, quand vous travailliez tous les deux ensemble, il y avait cette idée que vous faisiez tout. Oui. C'est-à-dire la peinture, les décors. Oui. Et comment c'était possible de penser le gag en même temps que le décor, la lumière On ne faisait pas tout en même temps, on faisait une chose après l'autre. J'entends bien, mais aujourd'hui, il y a des techniciens spécialisés. Quand même. Oui, mais vous savez, quand on porte quelque chose en soi, on aime bien l'accomplir complètement. Je ne pense pas qu'on peut le donner à quelqu'un d'autre. Je sais qu'un jour, Jerry Lewis m'a dit... Mais je lui demandais si c'est lui qui faisait le montage. C'est la première fois où je l'ai rencontré que je lui ai posé cette question. Est-ce que tu fais le montage de tes films? Jerry Lewis, oui. Je connaissais le problème justement du Final Cut aux États-Unis. La plupart des réalisateurs ne pouvant pas faire le montage de leur film où il était modifié par le producteur. Et il m'a répondu, mais quand tu gagnes de l'argent, est-ce que tu le confies même à ton meilleur ami pour le porter à la banque? Ça, c'est typique. Alors, restons clown et on va passer un extrait de Yo-Yo. Quelques mots sur ce film qui date de 1965. Vous voulez que je vous parle de Yo-Yo? C'est difficile, c'est très difficile parce que j'ai eu envie de faire ce film après avoir vu 8 et demi. Ça n'a aucun rapport, aucune relation, mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est qu'ayant fait le Soupirant, on me proposait de faire la suite du Soupirant. Je n'ai jamais voulu me répéter. Et lorsque j'ai vu 8 et demi, je me suis dit, oh, c'est terminé, je ne ferai plus jamais de cinéma.
tellement j'ai été impressionné. Et puis 3 jours après, je me suis dit, j'ai une idée, mais cette idée, elle était le fruit de l'observation de ce film-là qui remettait en cause le langage cinématographique, car les flashbacks autrefois n'étaient pas faits de la même façon qu'ils le faisaient dans 8,5. Extrait de ce film qui parle de cirque, qui parle d'un clown, qui parle d'un enfant qui deviendra clown et qui redonnera, quand il sera devenu célèbre, riche, et qui redonnera espérance à ceux qui lui ont permis un jour d'assister au spectacle, ses parents. Slava sourit, donc c'est bon signe. Je lisais dans les histoires concernant ce film qu'il y avait une anecdote sur cet éléphant qui avait été acheté en Suisse au cirque CNI et qui se trouve avoir été un éléphant pris à pic, enfin, une espèce d'obsédé sexuel. Tout le monde le savait, sauf la production qui a acheté cet éléphant. Voilà pour l'anecdote. Mais sur le fond de ce film, on a vu la nature morte et la manière dont vous gaguez la nature morte. Il y a aussi une chose qui m'a frappé quand je l'ai revu, c'est le rythme. Donc on passe du cinéma muet au cinéma parlant, et avec une rupture dans le film. Vous évoquez à un moment la télévision, enfin des manières de faire du spectacle autrement, et le rythme du film change. C'est-à-dire qu'on était plutôt sur une lenteur et on passe sur un séquencement beaucoup plus rapide. Comment est-ce que vous avez travaillé de cette manière-là ? Il est toujours très difficile d'expliquer pourquoi on fait c'est les très choses net, et comment on les fait. Ce sont des choses qui se font au cours du temps. C'est comme dans la peinture. Un peintre peut dire ses intentions au départ, ce qu'il a envie de peindre. C'est de la même façon, là, j'avais envie de raconter une histoire toute simple. Et en fait, c'est une histoire toute simple. C'est un milliardaire qui s'ennuie parce qu'il est riche. Ce qui était une utopie, parce que en fait, les milliardaires ne s'embêtent pas du tout, au contraire. Ils peuvent se payer tout ce qu'ils veulent. Mais enfin, c'était Pourquoi vous êtes milliardaire aujourd'hui ? Non, justement. Justement, je ne le serai jamais, c'est merveilleux. Mais j'avais ce sentiment, je voulais faire une fable. Et puis, j'ai voulu mêler le cirque ce qui était une incongruité en apparence, mêler le cirque avec la vie du milliardaire, etc. Tout est parti de là. Et à partir de ce moment-là, toutes les idées sont arrivées. Et de faire un film un peu historique qui raconte l'histoire du temps, l'apparition de la guerre, etc. Tous les événements pendant lesquels Yo-Yo grandit, ce personnage. Et c'est en fait ça qui m'a conduit à amener des styles absolument différents à l'intérieur du film. L'histoire commence en 1925, donc le cinéma n'est pas parlant. Il est simplement sonore. Et puis, donc vous voyez bien que vous représentez une époque, quand même. Vous suivez une époque. Plusieurs époques, justement. C'est un film qui relate plusieurs époques. Bon, enfin, de toute façon, je vous dis, le problème est très difficile à cerner parce que les choses se font au cours du temps. Ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas envie de refaire une histoire comme je l'avais fait dans mon premier film. J'avais envie d'aller plus loin, justement à cause ou grâce à Fellini qui avait fait 8,5.
Alors, si on continue dans votre parcours, il y a un autre film qui a été projeté à Cannes, 1969, c'est Le Grand Amour. Ah oui. Un film avec Annie Fratellini et Nicole Calfan, qui était toute petite, comme Ah oui, pu bien l'être sûr. Maria à l'époque de Absolument. Henry June. Ce film, Grand Amour, deux anecdotes. Il y a beaucoup de... Il y a un discours sur le sexe, ou sur le rapport homme-femme dans tous vos films. Et je remarquais que celui-là, c'était plutôt un discours sur attention au mariage bourgeois, puisque un homme établi a un regard très important ou très intéressé sur sa jeune secrétaire. Et bon, à la fin, tout se rétablit, mais bon, vous avez bien critiqué le mariage bourgeois. Et ce film a eu, je crois, à Cannes, le prix de la Fondation œcuménique ou de l'Office catholique. L'Office catholique. Je me disais, Oui, c'est bien. magnifique clin d'œil. Oui. On regarde un extrait de ce film et cet homme qui commence à s'ennuyer dans le couple rêve. Je vous dirai. Commentaire sur vos souvenirs de ce film-là? Oui, un jour Hitchcock avait dit lorsque je dors, j'ai parfois des idées qui me viennent. Et dès que je me réveille, j'ai oublié. Alors il dit un jour, je me suis dit, je vais me lever la nuit et je noterai. C'est ce qu'il a fait. Et puis quand le matin il s'est levé, il a dit, oh mais j'ai eu une idée cette nuit, il faut que j'aille voir ce que c'est. Il est arrivé, une idée formidable. Un homme aime une femme. Et voilà que je me suis Quel toujours rêve, dit que, quel rêve! je me suis toujours dit que les histoires les plus simples étaient les meilleures, parce que ce sont celles qui proposent justement toutes les fantaisies. Et en même temps, j'avais toujours un sujet comme celui-là, un sujet bateau, un homme qui a 10 ans, 20 ans d'écart avec sa secrétaire et qui en est amoureux, c'est une histoire de vaudeville. Et je me suis dit, c'est un vaudeville, mais que je vais traiter avec le slapstick, c'est-à-dire vraiment des gags. Voilà. Alors, Annie Fratellini, c'est quelqu'un que, à l'occasion de ce film, vous rencontrez, et Oui. paradoxalement, c'est quelqu'un à qui vous allez demander la main. Oui. Hein, et bon, ça vous rapproche du cirque, Ben, certainement. évidemment. Avec elle, vous fondez l'école du cirque. Oui. Ce sera quelques années plus tard. Et au-delà de cette volonté de faire du cirque, il y avait aussi une volonté de le faire évoluer différemment. Absolument. Parce que c'était une espèce moribonde presque, une espèce en voie de disparition. Absolument. Quelles étaient les grandes intentions que vous aviez avec Annie Fratellini pour moderniser le cirque? Eh bien, tout simplement, elle était d'une famille de cirque, donc par définition, et elle n'avait pas du tout envie de faire du cirque. Elle fuyait même l'idée, chaque fois que j'allais au cirque, elle me disait « Ah non, je n'y viens pas avec toi ». Et le jour où je lui ai fait part de cette idée de fonder une école, c'est précisément parce que moi, qui n'avais pas eu la chance d'être né parmi les gens du voyage, je me suis dit, il y a certainement d'autres personnes qui, dans la vie, ont envie de faire ce métier-là. Il faut leur donner la possibilité de le faire. J'ai donc fait appel à des artistes qui n'étaient pas des enseignants habituels, c'était des gens qui transmettaient leur savoir, c'était des artistes qui étaient des artistes chevronnés et qui enseignaient chacun, l'un l'acrobatie, l'autre la danse, l'autre le fil, l'autre le trapèze, etc., etc. Et c'est comme ça que tout s'est fait. Je voulais vous proposer Camille Boitel,
un extrait de son spectacle L'Immédiat. C'est un clown, entre guillemets, qui a été formé par Annie Fratellini. Ah et bon je vous propose de regarder un extrait de ce spectacle pour voir D'accord. ce qu'a été votre enseignement, en tout cas, ce qu'il peut donner. Camille Boitel. Voilà, alors ce spectacle est en tournée française et en Europe en ce moment. Ah oui. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le décor va s'effondrer, et donc bordel gigantesque, mais réglé avec une précision époustouflante, ce que vous faites vous et ce que vous faisiez vous comme Bergman. Il faut toujours régler, les choses comiques ne s'inventent pas, hein. Il faut les répéter beaucoup, il faut surtout y penser avant, il faut tout préparer, il faut tout faire soi-même. Et là, je voyais la fragilité du comique, parce que quand on voit ça sur un petit écran, C'est difficile. on n'a pas. Et bien, même si l'écran est grand, le fait qu'on ne le vive pas avec les artistes en même temps, c'est très difficile. La dimension, je parlais tout à l'heure à Slava, je lui disais le clown et la politique, en tout cas la manière dont la politique peut se servir du clown, ou une population peut se servir du clown. Il y a un de vos films qui est Pays de cocagne. Vous aviez à l'époque suivi une tournée d'Europe 1, c'était la tournée le podium des plages. C'est ça. Et vous avez fait un film qui est plus un documentaire. Oui. Et qui est étonnant parce que politiquement, il a dû gêner, j'imagine. Énormément, oui. Hein, vous vous moquiez de Pompidou à l'époque. Oui, bon, ça c'était un moindre mal. Ouais. Non, ce qui était surtout embêtant, c'est que ça a été très mal interprété par une certaine critique qui a dit que j'attaquais une couche sociale, ce qui était complètement faux. Non, il faut dire que ce film a été fait parce qu'au lendemain... C'était du genre striptease. Oui, au lendemain de mai 68... de voir que la société de consommation était repartie à tout berzingue, j'ai été indigné et j'ai beaucoup souffert de voir ça. Et j'ai eu envie de prendre des documents, ne sachant pas ce que j'allais en faire. J'avais 40 000 mètres de pellicule et j'ai fait le même travail que je faisais avec les films de fiction, c'est-à-dire que je suis resté 9 mois au montage pour que le film devienne un film burlesque, à partir d'éléments pour lesquels il n'y avait ni metteur en scène, ni scénario, ni interprète, il n'y avait que des documents pris sur le vif. Que du témoignage vif voilà. de Français sur la plage, Voilà. Plutôt dans les campings. Les campings, partout. Voilà. Enfin. Donc il y avait une Et image, les une image de la France. La publicité. Pour terminer cet entretien, je voulais, chez ACR Éditions et Texte dessine Tati, Francis Ramirez et Christian Rollo, je voudrais qu'on regarde quelques-uns de vos dessins, parce que il y a chez vous une capacité à saisir l'instant, le décor, et à nous donner une idée immédiate de Tati. C'est-à-dire qu'il fallait chercher, à l'époque, il fallait chercher les costumes, les types de personnages, les décors, enfin tout m'était incombé dans ce travail. Donc j'ai passé énormément de temps. On a travaillé 4 ans sur ce film. Et là, c'est le dessin, et pourtant, il y a un peu d'écriture, parce que quand je lis, et je vais vous en citer un tout petit extrait dans une seconde, texte et texte, je cherche midi, il y a un jeu avec les mots époustouflant. Mais tous les prétextes sont bons pour faire rire. Hein. Écoutez ceci.
Ça s'appelle IFI, c'est très court. Mon voisin du dessus avait un ami fidèle qui devint le fidèle ami de sa femme, et la femme de cet ami fidèle devint la fidèle amie de mon voisin. Ainsi fut créée la chaîne Haute Fidélité. On est dans ce livre, dans ce registre, à peu près tout le temps. Quel est votre objet? Est-ce que si vous en avez un avec vous? J'ai un objet qui est cette pochette. C'est la pochette de monsieur Jerry Lewis, qui est mon ami fidèle. Il m'a un jour donné cette pochette, j'avais un costume noir, il me l'a mis dans le costume en me disant « Tu vois, maintenant, ça apporte quelque chose à ton costume ». Et je l'ai gardé depuis 1972. Alors il l'a renouvelé, et chaque fois que je le vois, il m'en apporte. Oui, c'est vrai qu'elle a l'air propre. Elle est propre. Elle est brodée à ses initiales. Alors, tous vos films sont sur grand écran. Oui. À partir de juillet. 8 films qu'on peut revoir, dont Oui. Yo-Yo et Le Grand Amour, dont on a vu des extraits. Par rapport à ce, comment dirais-je, à ce combat judiciaire que vous avez mené pour récupérer les droits sur ces films, signalons qu'il y a eu une pétition et que cette pétition a été signée par des milliers d'artistes. Et j'ai noté notamment, évidemment, Jerry Lewis, mais il y a également Woody Allen et David Lynch. Oui. Voilà, ce qui Oui. belle Mais référence. c'est surtout, ça fait très chaud au cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait très chaud au cœur de voir des gens qui se mobilisent parce qu'ils ont partagé quelque chose que vous aimez. En fait, un clown, c'est rien d'autre que quelqu'un qui propose des choses qui l'amusent lui à d'autres qui peuvent y être sensibles. Et savoir que des gens répondaient à cet appel, ça m'a touché énormément.